Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Michel Camdessus. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là avec nous sur Boursorama, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien directeur général du FMI. 3 mandats que vous avez effectués. Vous publiez Vers le monde de 2050, ce que l'avenir nous réserve. Le pire ou le meilleur, ça dépend des choix politiques qu'on va faire. Donc c'est chez Fayard. On va prendre le temps d'en parler, mais juste parce que c'est l'actualité, je voulais vous faire réagir à 2-3 éléments d'actualité pour avoir votre regard. La Banque des règlements internationaux, vous connaissez, c'est la banque centrale des banques centrales. Elle s'inquiète, c'était il y a quelques jours, de nouveau, d'un piège de la dette à l'échelle de la planète. Pardon, j'en parle souvent, c'est un peu ma marotte, mais quand les taux sont bas, on oublie de parler que de la dette. La Banque des règlements internationaux qui nous rappelle que la dette dans les pays émergents a doublé en 10 ans, que la dette des entreprises américaines est à un niveau plus élevé qu'avant la crise et que l'endettement mondial n'a jamais été aussi élevé que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous aussi, vous tirez la sonnette d'alarme ou est-ce qu'il n'y a pas de sujet parce que tant que les taux sont bas, comme le Japon, ça peut durer longtemps? Oui, mais le problème des taux bas, c'est qu'ils remontent. Un jour ou l'autre, on ne sait pas quand. Oui, comme l'économie mondiale va plutôt mieux, comme l'économie leader, les États-Unis, est dans une situation d'euphorie, en effet, la Banque centrale des États-Unis, où elle se renie, où elle inverse le sens de son action, c'est-à-dire qu'elle va être amenée en effet à relever les taux. Et ceci est particulièrement dangereux, en particulier pour les pays qui se sont endettés en devises étrangères. Et notons au passage que l'endettement d'aujourd'hui est dans sa nature très différent de celui des crises de la fin du siècle dernier, auxquelles j'ai eu à faire face quand j'étais formateur international, c'est que c'est maintenant très largement un endettement privé. C'est l'endettement des entreprises s'ajoutant à l'endettement des États. Et donc, lorsqu'il s'agit de faire face à l'endettement des entreprises, on touche là à un levier fondamental de la croissance. Il s'agit aujourd'hui de manœuvrer habilement pour contenir la poussée de l'endettement sans pour autant étrangler les entreprises. Donc il y a un sujet quand même, il faut être vigilant parce qu'il y a beaucoup de dettes à l'échelle de la planète et le jour où les taux d'intérêt remonteront à la vitesse, ça on ne le sait pas, il pourrait y avoir des dégâts. Parfaitement. Bon, la Fed aussi, on en parle parce que la Fed, c'est aujourd'hui qu'elle se réunit. Les taux ne seront pas relevés, mais la Banque centrale américaine va annoncer donc, la réduction de la taille de son bilan, à pas compter comme ça, parce que évidemment ça fait peur. Il faut admettre quand même, Michel Camdessus, qu'on est en territoire inconnu et que ça sera plus difficile de sortir du QE, du quantitative easing, que d'y entrer. Écoutez, c'est la première fois que dans l'histoire monétaire du monde, qu'on est en présence d'une situation comme celle-là. Pour faire face à la crise, la Banque centrale américaine a racheté des papiers de la dette publique américaine ou du secteur immobilier. Pour faire baisser les taux d'intérêt à long terme. Pour faire baisser les taux d'intérêt à long terme, dans des proportions colossales. 4 200 milliards de dollars. Oui, maintenant, il faut revenir en arrière. Il faut revenir en arrière. Et ça, on ne l'a jamais fait. Et par-dessus le marché, chaque fois qu'on en a parlé, comme il y a, je crois, maintenant 2 ans, les pays émergents ont dit « Mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous allez faire ça ? La croissance commence à peine et vous voulez l'étrangler ?» Donc voilà, c'est une manœuvre extrêmement difficile, inévitable. Et donc, plus que jamais, le savoir-faire des banques centrales va être essentiel à un moment où la Fed se trouve fragilisée par le fait que sur 7 membres de son comité directeur, 4 partent. Et les plus notables d'entre eux, Mme Yellen, qui risque de partir si elle n'est pas reconduite. Stanley Fischer, le Stan vice-président. Fischer, qui est un remarquable économiste. Et donc, c'est un moment où la Fed risque d'être politisée, disons le mot, que cette manœuvre va devoir s'opérer. Voilà, et quand on écoute, pour l'instant les marchés ne sont pas inquiets, la volatilité est excessivement basse, les marchés continuent de monter. Quand on écoute Janet Yellen, la réduction de son bilan sera très lent. Il y a quand même un risque que ça ne se passe pas aussi bien que ce qu'on veut nous faire croire, parce qu'on est en terre inconnue. Le risque existe, d'autant qu'on ne sait pas quel va être finalement le risque. J'ai lu ce matin qu'un économiste respectable disait, ben voilà, ça va prendre 6 ans, 72 mois. Qui le sait ?
Qui le sait? Et quelle sera l'évolution du cycle économique pendant cette même période? Donc, on est en effet à un moment dangereux et très nouveau dans la conduite des politiques monétaires. Allez, dernier point sur l'actualité, Michel Candesu, après on parle de ce livre très très intéressant. Le marché action américain, on est sur un bull market comme on n'a jamais vu, plus de 170% depuis 2009 sur les marchés d'actions US, sur le Standard & Poor's 500. Il faut remonter dans les années 50 pour retrouver un marché aussi important sur une aussi petite période. Il n'y a pas quelque chose qui cloche quand même? Et c'est en lien avec ce qu'on disait avant sur la valorisation des marchés actions, ou est-ce que tout ça est justifié par des fondamentaux économiques, financiers? Écoutez, il y a toujours un écart entre la réalité instantanée et ce que les marchés nous disent. Les marchés anticipent toujours. Nous avons là un signe d'optimisme très caractérisé des marchés américains. En effet, je crois qu'il faut remonter autour des années 40 ou au début des années 50 pour avoir un phénomène de ce genre. C'est bon, avec néanmoins cette nuance que c'est devenu très cher d'acheter des actions américaines. Mais tout le monde le sait et les marchés ne corrigent pas. Tant d'experts nous disent oui, les valorisations sont stratosphériques et pour autant, on continue à danser sur le bateau. Donc c'est un bon moment pour les autorités monétaires de resserrer un tout petit peu la liquidité et de rendre l'argent un petit peu plus cher pour qu'on ne s'amuse pas trop à spéculer sur les marchés des actions. Allez, vers le monde de 2050, ce que l'avenir nous réserve. Donc Michel Candesu aux éditions Fayard. Quel sera notre monde dans une trentaine d'années? Beaucoup de prophètes du malheur disent qu'il sera plus cruel et plus injuste. Mais on a le sentiment quand même qu'on en prend le chemin avec nos dirigeants politiques qui ont le nez rivé sur la boussole des sondages et de l'élection à venir, non? Écoutez, oui, j'ai deux obsessions pour ce qui me concerne et de tristesse. C'est de voir nos dirigeants le nez sur le guidon, obsédés par ce qui va se passer dans les 6 mois qui viennent au plan politique, et d'autre part, le nez sur leur clocher. Ils ne regardent que ce qui se passe autour d'eux, dans leurs frontières, et ils oublient que le monde a subi un glissement tectonique formidable, que l'Ouest n'est plus maître du monde, qu'aujourd'hui ce sont les émergents qui conduisent la croissance et qui devraient avoir beaucoup plus leur mot à dire sur les destinées du monde. Et donc, à quoi ceci nous conduit? Ça peut nous conduire au meilleur, ça peut nous conduire au pire. Si on fait rien, ça nous conduit au pire. Sans aucun doute, on va dans le mur, sans s'en rendre compte. Mais ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que les émergents ont une vision beaucoup plus sereine que les pays dits autrefois avancés, comme le nôtre, qui, eux, sortant péniblement d'une longue récession, sont portés au pessimisme, et à se dire que la destinée de nos enfants, par exemple, ou de nos petits-enfants, sera beaucoup plus difficile que la nôtre. Le sentiment dans les pays émergents est différent. Ouais. Mais en même temps, vous fréquentez les grands de ce monde, vous leur dites qu'il faut avoir une vision long terme des choses, ils vous répondent quoi? Ils me répondent, vous avez tout à fait raison, mais je n'ai pas le temps, regardez, j'ai des élections qui arrivent, regardez comme on est injuste avec moi, regardez comme les médias m'empêchent de relever le nez guidon. Ah, les médias, toujours les médias. Ils ont toujours tort, toujours tort, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est le discours et c'est la réalité, alors que aujourd'hui, en effet, plus que jamais, compte tenu de la rapidité du cours de l'histoire, si on veut conduire bien, il faut regarder loin. Alors justement, ces hyper-tendances, ces grandes tendances structurantes à horizon 2050, il y a de quoi s'angoisser quand on voit l'évolution démographique qui devra être accompagnée pour éviter une vague migratoire qui pourrait évidemment déstabiliser les grands pays développés. Vous parlez de marchés financiers qui seront de plus en plus intégrés, mais aussi de plus en plus instables. Voilà. Mais le monde resterait en croissance, selon vous, dans les 30 prochaines années? Eh bien oui. Comment on peut l'affirmer, ça? Écoutez, mais c'est pas seul. Je ne suis pas le seul. Nous avons travaillé avec les meilleurs prévisionnistes mondiaux. Nous avons utilisé les techniques les plus raffinées d'analyse économique. Et en effet, la perspective, alors vous allez me dire qu'elle n'est pas enthousiasmante, c'est que finalement le monde continue à croître à la vitesse actuelle, c'est-à-dire en gros 3% l'an, avec cette différence que les émergents croîtraient de 4%, que les vieux pays avancés croîtraient autour de 1,5 à 2%, que l'Afrique peut-être, parce qu'elle est très en retard, croîtra de 5. Voilà, en gros, la perspective. Mais ceci aboutira au bout de 33 ans
au fait que les revenus, la richesse du monde, se sera multipliée par 2,5 à 3, Oui. avec toutes les conséquences que ça peut avoir. D'abord, très bonne nouvelle pour 8 milliards d'humains sur une dizaine, ce sera qu'ils auront accédé au statut de classe moyenne. Mais ils voudront avoir le niveau de vie des pays dits avancés. Donc, une pression Sur les ressources du monde évidemment. Terrible au moment même Si les où le Chinois changement... consomment comme les Américains, il faudra plusieurs planètes pour pouvoir fournir. Hein. Voilà. Or, on ne les aura pas. Et donc ici, la question vient, que faire? Mais voilà. C'est à vous de me la poser. Oui. Avant le que faire, juste, Donald Trump, il vous inquiète, on l'a bien compris quand on lit le livre. Hein. Il ne va pas dans le sens du tout d'un monde multipolaire où on coopère, où on se pose des questions de long terme. Oui, mais le monde le lui rappellera. Il est absolument évident que des pays comme la Chine et l'Inde ne continueront pas d'accepter longtemps que, par exemple, ce soit le dollar qui régente le monde et que la liquidité mondiale soit simplement gouvernée par les états d'âme de la Fed, l'évolution de la balance des paiements des États-Unis. Il faut aller vers une gestion multipolaire. Il ne l'a pas encore bien compris, ça. Il a encore un peu de travail à faire. Alors la bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'il a encore temps d'agir sur ces hyper-tendances qui sont, on le voit quand même, démographiques, financières, avec plus d'instabilité assez menaçantes. Pour vous, il y a plein de chantiers, il faut éradiquer la grande pauvreté, amener la finance à servir l'économie, mieux prendre en compte la dimension humaine de l'économie. Vœu pieux quand même tout ça, non? Vous venez de dire des choses d'une extrême importance. En effet, on ne se tirera pas d'affaire si on n'éradique pas la pauvreté. On ne se tirera pas d'affaire si la finance, qui est là pour servir l'économie, cesse de se l'approprier. On ne se tirera pas d'affaire lorsque tous les problèmes du monde ont une dimension mondiale de plus en plus affirmée sans changer la gouvernance du monde. On ne se tirera pas d'affaire si on ne change pas nos modèles de consommation face à la finitude des ressources disponibles. Et alors, pour réaliser ces 4 changements majeurs, il y a quelque chose d'autre qui est nécessaire. C'est un changement assez radical des cultures du monde. Alors heureusement, nous avons 30 ans devant nous, mais il faut y penser tout de suite. Comment faire pour nous défaire des cultures qui nous ont amenés dans cette situation d'hyperconsommation, etc., pour aller vers des attitudes, des comportements qui soient plus compatibles avec ce que sont les ressources de l'humanité. Et alors il y a beaucoup de choses à faire. On peut être que d'accord avec vous, sauf que ça semble être un horizon si lointain. Il est lointain, mais il faut commencer à agir aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on prend la bonne voie aujourd'hui pour aller vers un monde meilleur? Eh bien, au moins une chose, c'est le fait que, au ras du sol, regardez ce qui se passe, regardez la multitude d'initiatives qui vont dans le sens du respect de la nature, d'une consommation plus respectée, d'un combat contre la pauvreté, d'un combat contre le réchauffement climatique. Ça vient du bas, ça ne vient pas du politique. Ça vient du bas, mais ça vient aussi du haut. Regardez cette extraordinaire série de décisions prises en 2015, au moins 2 d'entre elles, la COP 21. Que 193 pays du monde aient accepté de prendre ces engagements. C'est formidable. Mais regardez aussi le fait que le monde, les 200 pays du monde se sont mis d'accord pour adopter les 17 objectifs de développement durable, comportant pour 2030 l'éradication de la pauvreté, un combat beaucoup plus vigoureux contre les inégalités. Bref, je ne vais pas vous réciter. Les engagements ne sont pas fermes. Il n'y a pas d'engagement ferme. Il y a la bonne volonté, l'envie d'y aller, mais il n'y a pas de suivi avec des correctifs année après année. Ça reste. Mais ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Et deuxièmement, regardez ce qui s'est passé avec les engagements pris en l'an 2000, les engagements du millénaire, les 8 engagements du millénaire. Ils ont été partiellement, mais engagement pris par qui, pardon, je vois pas. C'était pris par les Nations Unies, même chose. Ce sont les engagements dits du millénaire, en l'an 2000. Il y avait en particulier la réduction de 50% de la pauvreté dans le monde, la pauvreté extrême. Eh bien, on y est arrivé grâce au progrès de la Chine en particulier. Néanmoins,
il y a 50% de gens qui souffrent d'une pauvreté extrême. Il reste beaucoup à faire, mais avoir un consensus du monde sur des objectifs comme celui-là nous montre en tout cas qu'il y a un certain degré de conscience qui s'est établi et que les gouvernements du monde maintenant seront jugés par l'opinion mondiale sur le fait qu'ils vont ou non dans cette direction. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais déjà, ce qu'il faut, c'est avoir la conscience et avoir une vision de long terme. Et c'est à lire Vers le monde de 2050. Ce que l'avenir nous réserve, c'est chez Fayard et c'est signé Michel Camdessus. Merci à vous d'avoir été notre invité dans la grande interview aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci beaucoup de m'avoir invité. Au revoir.